Bonjour à tous. C'est Instant Vérité que vous suivez dans Matin Bonheur. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, si elle ne se transforme pas avec le temps en collecteur de fonds des bailleurs internationaux, elle s'affilie à des partis politiques pour trouver leur place. Récemment, sous l'impulsion du NDI, les organisations de la société civile existant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance ont signé un code de conduite et d'éthique. Alors, question, la crédibilité de la société civile est-elle entachée? Société civile égale-t-elle corruption ou bien est-elle une caisse de résonance des politiques, mesdames et messieurs? Quel est donc l'intérêt de ce code de conduite et d'éthique pour les organisations de la société civile du domaine de la démocratie et de la gouvernance? Pour en discuter, Instant Vérité reçoit Arsène Désiré Nénébi, le président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Il est enseignant, chercheur en droit public à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, juriste spécialisé en droit de l'homme. Alors bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau de Instant Vérité. Alors, près de 50 organisations de la société civile exerçant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance ont signé le 9 février dernier un code de conduite et d'éthique. Alors, comment donc comprendre l'adoption de ce code de conduite et d'éthique pour ces organisations de la société civile? Merci, je vous remercie de nous avoir conviés sur votre plateau. Ce code de conduite est extrêmement important pour la simple raison que nous sommes dans un pays où les périodes électorales ont été parfois le théâtre de violences meurtrières. Alors, et la responsabilité de chaque acteur, y compris de la société civile, a été engagée parfois dans ces questions. Alors, que faire pour ne pas que la société civile puisse être un responsable de quelque violence que ce soit? C'est pour répondre à cette préoccupation que des organisations de la société civile se sont réunies pour fixer des règles, des comportements devant pouvoir leur permettre d'exercer sereinement leurs activités de veille électorale pour que ces élections-là puissent se passer dans de bonnes conditions. La question, c'est quel est le problème avec les organisations de la société civile exerçant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance? Quel est le véritable problème, au-delà de tout ça? Nous ne pensons pas que nous avons des problèmes particuliers. Nous pensons plutôt que ceux qui ont des problèmes particuliers, c'est ceux qui ne sont pas de la société civile, mais qui sont de la société politique, qui chaque 5 ans organisent un miracle pour que la Côte d'Ivoire... Est-ce que la corruption, est-ce que l'achat des voix des organisations de la société civile, ces facteurs-là, n'ont-ils pas entaché la crédibilité de ces organisations? Et vous affirmez des choses sans fondement, madame. Est-ce que vous avez la preuve que des organisations de la société civile ont été corrompues? Aujourd'hui, les Ivoiriens pensent que la société civile n'existe plus. Elle n'existe que de nom. Comment comprendre cela? Alors, en disant cela, je pense par exemple à Tikendia qui a dit un jour qu'il n'y avait pas de société civile forte. Mais cela m'amène à dire que la société civile, même sa définition n'est pas comprise parce que Tiken lui-même est un acteur de la société civile. S'il vous plaît, on ne va pas personnaliser le débat. Je ne personnalise pas du tout le débat. Ce que je veux dire, c'est que la notion de société civile est incomprise. La notion de société civile, c'est toute personne ou toute association en dehors de la société politique. Les journalistes sont partis de la société civile. Mais oui, mais il y a en des général, constitués quand même qu'on appelle la société civile. Non. Voilà. Ce que je veux indiquer, le fait de limiter la société civile aux associations et aux ONG est réductrice. Non, mais là, ici, dans le cadre de cette émission, il ne s'agit pas des journalistes. Il ne s'agit pas, je vous en prie, d'une association de quartier, d'une association amicale. Il s'agit d'une association bien constituée qui s'appelle Société civile, qui est une organisation, qui a un fonctionnement, qui a une structure. Alors, comment comprendre donc qu'à l'orée, je vais dire, des législatives, qu'on établisse un code, qu'on leur demande de venir signer? Est-ce parce que, je repose la question, il y a eu des cas de corruption ou des cas d'achat de voix de la société civile? Voilà. Je pense clairement que c'est pour éviter plutôt que ces problèmes que vous évoquez puissent advenir. Mais moi, je n'ai pas la preuve qu'il y ait eu des cas d'achat de conscience. Mais cela dit, je pense que la société civile a un rôle beaucoup plus positif que cela, madame. On le sait très bien. Nous ne nions pas ce matin le rôle de la société civile, mais nous essayons de comprendre certaines choses. Alors, le code qui a été signé vise à renforcer la crédibilité des organisations de la société civile. Mais souvent, force est de constater l'affiliation de ces ONG aux partis politiques. Comment comprendre cela?
également. Alors, il est clair que si certaines organisations de la société civile sont affiliées à des partis politiques, cela est regrettable et condamnable parce que la société civile n'a pas vocation à être affiliée à un parti politique. Oui, M. Nenebi, alors nous avons suivi quelques actions de l'APDH. Nous savons très bien que c'est l'APDH qui a été, je vais dire, à l'initiative de la recomposition de la commission électorale indépendante, donc de la CEI. On vous a vu très impliqué aux côtés de l'opposition ivoirienne sur cette question. C'est d'ailleurs l'APDH qui a protesté devant la KDHP la recomposition de la CEI. Alors, expliquez-vous, quand vous dites que la société civile est apolitique. Très bonne question, madame. Cette action devant la Cour africaine des droits de l'homme, à quel moment elle est advenue? C'est au lendemain de la crise de 2010 qui a endeuillé le pays. Après ce deuil, il fallait penser à des actions afin d'éviter la répétition de telles choses. Et pourquoi à l'époque, l'APDH, sous l'ancien régime, ne pouvait pas porter l'action? Parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié les instruments internationaux devant permettre à une association de pouvoir saisir la Cour africaine. C'est sous le premier mandat du président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire va ratifier cela. Et lorsque la Côte d'Ivoire va la ratifier, tout de suite, elle donne les moyens juridiques à la société civile, notamment à la PDH, de pouvoir exercer cette action. En le faisant, ce n'était pas du tout pour faire du bien à un parti politique ou quoi que ce soit, mais évidemment, lorsque une action emporte l'adhésion ou le combat d'un autre parti politique, évidemment, sur ces questions-là, on peut être amené à travailler ensemble. Mais cela ne signifie pas pour autant que quand vous travaillez avec l'opposition sur la recomposition de la Suisse, ça veut dire quoi? Ah non, mais on ne travaille, quand vous dites travailler avec l'opposition, nous sommes dans un pays où chaque acteur politique ou de la société civile on doit conjuguer nos efforts pour construire, n'est-ce pas? C'est pour construire un environnement démocratique. Mais la PDH a saisi la Cour africaine sans que l'opposition ne nous ait accompagnés. C'est après n'est-ce pas, que l'arrêt de la Cour a été rendu, que dans l'exécution, l'opposition a commencé à se rapprocher. Et qui plus est, je vais même vous dire, et vous avez raison de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque le RHDP était en bloc, c'est des partis politiques qui en étaient membres, lorsque nous avions écrit à tous les partis politiques, y compris les partis au pouvoir, pour leur expliquer le bien fondé de cette réforme. Mais ceux qui étaient ensemble ont refusé. Mais dès qu'ils se sont... Laissez-moi le bout de ma démonstration, s'il vous plaît. Lorsqu'ils se sont séparés, oui, certains se sont rapprochés de nous. Et en ce moment-là, nous, en tout cas, moi, en tant que responsable de la PDH, j'ai toujours refusé de participer à cela pour la simple raison que j'ai compris que les hommes politiques n'avaient pas des intentions qui allaient dans le sens de ce que nous voulons. Mais peut-être pas vous, peut-être pas la PDH, mais admettez que des organisations sont proches du pouvoir et de l'opposition. Bien sûr, cela peut exister. Mais pourquoi? Parce que juste... Une ONG, c'est apolitique. Oui, et c'est pourquoi la PDH est apolitique jusqu'à ce jour. Les autres organisations qui sont politisées, eh bien, il va falloir que vous vous rapprochiez d'eux. Je ne connais pas les raisons qui les... En même temps, la PDH est restée muette sur les dérives lors des violences qui ont émaillé la pré-campagne et la campagne présidentielle, les appels à la désobéissance civile. Expliquez-nous. Non, ma chère Zani, ce n'est pas juste de le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'à la veille de l'élection présidentielle, au micro de la radio de la paix, j'ai dénoncé, j'ai qualifié d'illégal la création du CNT. Parce que cela est contraire au préambule de la Constitution ivoirienne. La question que je pose, vous nous dites que nous sommes restés muets. Non, nous ne sommes pas restés muets. Et nous avons même produit des déclarations pour condamner les barbaries lors des violences suite aux appels à la désobéissance civile. On n'a pas entendu de la PDH. Non, si, madame. Et les preuves sont là. Vous pouvez vous pouvez rechercher cela sur Google. Vous allez voir la déclaration que nous avions faite qui condamne clairement les dérives. Et nous avons même appelé à la poursuite judiciaire de toutes les personnes qui sont impliquées afin que les responsabilités soient situées. Alors, est-ce que l'histoire de la création des grandes organisations de la société civile du domaine de la démocratie et de la gouvernance ne les piège pas finalement? On constate que la Ligue des droits de l'homme, la LIDO, a été créée en 1990,
1990, l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Alors, le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, en 2000. 2000, on sait très bien ce qui s'est passé, l'histoire de la Côte d'Ivoire est encore très récente sur la question. En 2004, l'action pour la protection des droits de l'homme, l'APDH, est née. Alors, leur création entrait dans des stratégies politiques. Oh, pas nécessairement. Je prends le cas de l'APDH que je maîtrise le mieux. L'APDH est née au lendemain du déclenchement de la crise de 2002. L'APDH est née exactement en 2003. En 2003, et finalement... Et c'est face à la barbarie qui était constatée que, choqués, des jeunes Ivoiriens ont décidé de créer une organisation pour défendre les droits humains qui était en train d'être... Okay, je vous le conseille, mais en même temps, on vous le conseille, mais en même temps, si ces organisations de la société civile sont nées dans des contextes qui peut-être ont prévalu, je vais dire, une certaine prise de position, mais ces organisations-là ne font rien pour s'en défaire. Oh que si. Bon, pour se défaire des discours politiques. Non, je ne partage pas toujours cet avis-là. Moi, je souhaite qu'on nous mette, en tout cas, qu'on nous mette au défi, qu'on nous démontre une action où l'APDH, par exemple, a été le porte-voix d'un parti politique ou pas. Ça n'existe pas du tout. Qui plus est, chaque fois que j'ai noté, en tout cas sous mon mandat, qu'une certaine position allait aller dans le sens du rapprochement avec un parti politique, j'ai tout de suite évité d'y aller pour, n'est-ce pas, ne même pas laisser matière à de telles interprétations. D'accord. La société civile, vous le savez très bien, n'est plus très présente dans le débat public, si bien que les réseaux sociaux ont pris donc sa place aujourd'hui. Alors, quel est votre avis là-dessus? Tout le monde réagit par rapport aux réseaux sociaux, mais on ne réagit plus par rapport à un appel de la société civile. Alors, moi, je me réjouis du fait que les réseaux sociaux soient devenus des instruments complémentaires aux actions de la société civile. Et de mon point de vue, non, je vais vous le dire. Mais des instruments qui ont des acteurs, moi je dirais même des acteurs complémentaires, parce que ces personnes qui agissent sur les réseaux sociaux, elles font partie de la société civile, non pas en termes d'association, non pas en termes d'ONG, mais elles font partie de la grosse définition de l'expression société civile. Oui, mais ces organisations qui se sont constituées, qui disent nous sommes vos représentants, nous sommes de la société civile. Nous sommes une organisation bien constituée. Elles sont où? Mais elles agissent. Et la preuve, nous venons fraîchement d'une mission de sensibilisation par rapport à l'élection législative qui aura lieu dans quelques jours. Qui plus est, nous venons d'avoir un financement avec l'Union européenne pour parler des questions de finances publiques et amener les Ivoiriens à s'impliquer dans la gestion des affaires publiques. Alors, le renforcement de la démocratie et l'amélioration de la gouvernance nécessitent une implication qualitative des acteurs de la société civile dans le processus de prise de décision. Alors, est-ce parce que vous manquez d'arguments ou encore de compétences dans le domaine de la gouvernance et de la démocratie? Alors, il est clair que la société civile, comme toute autre forme de société, même la société politique, a besoin effectivement de personnes qui maîtrisent le domaine dans lequel ils sont engagés. Je suis d'avis avec vous qu'au niveau de la société civile, en termes de... Il y a encore à se perfectionner, parce qu'il existe malheureusement des personnes qui travaillent sur des questions dont ils ne sont pas des experts, dont ils ne sont pas des techniciens. Heureusement que vous, peut-être, vous êtes enseignant-chercheur en droit public. Alors, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Alors, l'absence de ces compétences-là, qui ne sont pas vraiment appropriées pour débattre efficacement des thèmes d'actualité, est vraiment réelle. Et c'est souvent cela qui est à l'origine de la faible contribution des ONG au débat. Ça peut expliquer cela, mais moi je pense qu'il y a bien de personnes qui sont aussi bien formées, qui ne sont pas parfois invitées à de tels plateaux, mais qui attendent et qui aussi doivent prendre ces initiatives-là. En tout état de cause, nous pensons que nous, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne d'autres personnalités de la société civile, nous faisons ce que nous pouvons en contribuant de manière significative à l'éducation des... Vous pouvez. Alors, donc, quelle est la participation de la société civile auprès des politiques pour le respect justement de la loi demandant le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues? C'est le débat en question.
Tout à fait. Pour le respect de cette loi, nous, en tant qu'organisation, en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme, nous avons essayé d'expliquer déjà cette loi aux femmes elles-mêmes. Ensuite, nous en avons fait la promotion auprès des formations politiques, du moins celles qui ont voulu bien nous ouvrir leurs portes. Et puis, au-delà de cela, nous expliquons chaque jour aux dames que cette loi existe, certes, mais il leur appartient de se l'approprier. Il ne faudrait pas également qu'elles restent assises et attendent qu'on vienne les chercher. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, et les partis politiques, cette loi s'adresse aux partis politiques qui doivent impérativement, dans les listes électorales, permettre qu'il y ait 30% de femmes. Je suis entièrement d'avis avec vous. Et sur ce point, je voulais vous dire que j'ai été, par exemple, choqué au cours d'une réunion avec la CEI et les partis politiques, j'ai noté maladroitement que les partis politiques, certains partis politiques ne sont pas encore malheureusement prêts de grands partis politiques, bien sûr. Ils se sont entendus pour plutôt et c'est bien dommage. Voilà, appliquer le code électoral. C'est bien dommage. Alors, est-ce qu'il y a une autocensure qui vous empêche de vous exprimer? Alors, en tant que société civile exerçant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance? Nous nous exprimons autant que nous voulons. En tout cas, pour l'heure, les choses se sont améliorées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas empêchés de nous exprimer sur des sujets dont on a voulu parler. D'accord. Alors, vous êtes le président de l'APDH, Arsène Désiré Nénébi. Merci d'être venu à Instant Vérité donner des explications sur ce code de conduite et d'éthique signé par les organisations de la société civile exerçant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de votre attention. Matin Bonheur continue après la publicité.